l'actualité, Éric Bougma à Banfora sur les traces des infrastructures et chantiers du 11 décembre endommagés par la pluie du 17 février dernier. Le ministre des Infrastructures essaie de trouver des explications à un phénomène devenu courant au Burkina Faso. Et puis au Niger, pas de surprise, c'est bien Mohamed Bazoum qui remporte le deuxième tour de l'élection présidentielle avec plus de 55% des voix. L'opposition politique conteste les résultats. Dans les rues de la capitale nigérienne, elle crie à la fraude. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Cela fait 4 ans maintenant que les transporteurs du Burkina Faso sont harcelés par le ministère en charge de l'Environnement. Selon Bonaventure Kéré, représentant des associations de transporteurs, ils sont constamment interpellés par les agents du département de Siméon-Ouagadougou pour des études d'impact environnemental monnayées. Face à leur ministre, ils ont exprimé leur ras-le-bol et à Vincent Dabilgou de les rassurer, il se chargera du cas du ministère de l'Environnement. Kwame Hervé Dapa. Pour terminer, parce que je ne suis plus sûr d'avoir la parole. Dans son propos transpire une forme d'exaspération. Face à Vincent Dabilgou, ce représentant d'association de transporteurs désigne, dénonce et accuse. Je vais venir sur le cas de l'environnement, du ministère de l'Environnement. Depuis 2017, monsieur le ministre, les agents de l'environnement harcèlent les transporteurs pour des histoires d'études d'impact environnemental, de ceci, de cela. Des termes ne peut plus clairs pour planter le décor. Dans la suite de son exposé, Bonaventure Kéré explique avec force détail comment les choses se passent sur le terrain. On demande aux transporteurs, dans leur gare routière, faites-nous une étude d'impact environnemental. Dans les garages, étude d'impact environnemental. Quand vous allez, vous dites, mais où je dois aller le faire? Mais nous-mêmes, on peut le faire. Et quand on le fait, c'est sanctionné par un arrêté de leur ministre. Mais ils sont juges et partis à la fois. Est-ce que la loi permet cela? Puis il conclut son propos en enfonçant un peu plus le clou. Aujourd'hui, c'est devenu un problème parce que tous les agents de l'environnement pensent qu'ils peuvent s'enrichir sur le dos des transporteurs. Leurs agents ont déjà rançonné des sociétés ici présentes. Ils ont pris des millions et ils n'ont jamais réalisé ces études. Interpellé, le ministre en charge des Transports prend fait et cause pour ses partenaires. Bon, Monsieur Kéré, par rapport au ministère de l'Environnement, ce que je vous demandais, écrivez-moi. Dites-moi les problèmes. Moi, j'aime des bagarres comme ça. Voilà, comme ça, oui, parce que c'est ça. Parce que les études d'impact environnemental, là, tout le monde connaît ça. Quand on doit construire les industries, on le sait. Nous aussi, parce que nous polluons, nous devons pouvoir le faire. Avant, ils ne le faisaient pas. Ils vont nous expliquer pourquoi maintenant ils ont engagé ce processus-là. La balle est maintenant dans le camp du ministère en charge de l'Environnement. Les transporteurs qui empruntent sans doute l'axe Burkina-Côte d'Ivoire ne savent peut-être pas que la frontière entre ces deux pays n'est pas officiellement et matériellement délimitée. Si vous aussi vous venez de le savoir, eh bien une commission paritaire va tenter de régler cette situation. Forte de 20 membres, elle a été installée la semaine dernière à Abidjan au cours d'une réunion qui a rassemblé les départements ministériels concernés des deux pays. Benjamin Kwame. Auditorium de la primature ivoirienne, Clément Ouagadougou, en compagnie du général de corps d'armée et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ivoirienne, Vagondo Diomandé. Les deux hommes viennent installer officiellement la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. À tour de rôle, chaque membre est appelé à recevoir son badge pour exercer clairement sa mission. Au total, 20 personnes issues de diverses fonctions, dont 10 dans chaque pays, sont présents. Ces hommes et femmes sont envoyés à travailler ensemble pour matérialiser les lignes des deux frontières. En d'autres termes, travailler à délimiter et faire le bornage de cette zone limitrophe. La commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Burkina-Côte d'Ivoire est chargée de procéder à la matérialisation de la frontière, c'est-à-dire faire la délimitation, qui est la définition théorique de la frontière, et ensuite la démarcation, qui est le bornage, si vous voulez, de la frontière,
pour permettre une lisibilité de la ligne frontière et permettre ainsi aux différentes souverainetés de pouvoir s'effectuer en toute sérénité et aux populations de pouvoir cohabiter de façon pacifique. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont hérité des frontières au lendemain des indépendances. Dans l'entendement des populations des deux nations, ces frontières étaient tracées clairement, mais en réalité, ce n'est véritablement pas le cas, comme nous l'explique Léontine Zagré. Vous savez que le Burkina Faso a été une ancienne colonie française qui a été créée en 1919, supprimée en 1932 et répartie entre les pays voisins, dont la Côte d'Ivoire, et réinstituée en 1947 et jusqu'à son indépendance en 1900 et qui a pris son indépendance en 1960. Donc, de 1932 à 1947, une partie du Burkina était administrée par la Côte d'Ivoire. Et de plus, comme c'était deux colonies d'une même puissance étrangère, il n'y avait pas de délimitation en tant que telle. C'était des réorganisations administratives. Donc il n'y a pas de frontière à proprement parler entre les deux pays parce que ce n'est pas clairement défini. Il faut qu'on procède à l'exploitation des différents documents qui ont rythmé la vie de ces deux pays-là. À ce jour, d'énormes défis sécuritaires s'imposent aux deux pays, de l'urgence de mutualiser les actions au plus vite, de l'avis du général Vagondo. Nous avons aujourd'hui des enjeux importants à relever. Il s'agit de la sécurité globale. De part et d'autre des frontières, nous assistons à des actes d'insécurité qu'il faut gérer. Et si chacun, de son côté, veut assurer une gestion isolée, il est évident que nous n'arriverons pas aussi rapidement à faire face à cette situation. Vous comprenez donc qu'il est important de mutualiser les efforts. Et justement, avec le volet sécuritaire, il faut mettre les bouchées doubles à ces deux frontières poreuses pour éviter qu'elles soient une base arrière pour l'extrémisme violent. Comme nous le savons tous, notre sous-région est en proie à la menace terroriste et les terroristes, quand nous ne savons pas comment gérer la frontière, eux, ils savent comment la gérer. En se faufilant très bien entre les frontières, c'est pourquoi nous avons ce problème dans la zone dite des trois frontières, la frontière entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger, parce qu'à cette zone, ils se faufilent facilement d'une frontière à l'autre. Alors pour que ces forces du mal n'utilisent pas nos frontières pour nous faire du mal, eh bien, travaillons vite, délimitons notre frontière et passons à autre chose. Tissons des plans d'action en commun pour le bonheur de nos populations. À l'occasion de cette rencontre, des communications ont été faites sur les enjeux et les perspectives de délimitation des frontières. Elle a été précédée de 2 jours de travaux où les membres des deux commissions ont défini la méthodologie de travail et adopté le plan d'action pour les deux pays durant les 3 prochaines années. Il a suffi d'une pluie pour que certaines infrastructures routières réalisées dans le cadre du 11 décembre à Banfora soient méconnaissables. Les images avaient même fait le tour des réseaux sociaux. Le débat sur la qualité des infrastructures du 11 décembre s'est une fois de plus posé. Le ministre des Infrastructures s'est rendu sur les lieux pour constater l'état de dégradation des routes et interpeller les entreprises de construction. Mais Éric Bourma reste ferme. Ces quelques imperfections ne peuvent en aucun cas remettre en doute la qualité de l'ensemble des travaux du 11 décembre. La correspondance depuis la cité du paysan noir de Cédric Mabiou. Éric Bougouma est à Banfora. 5 jours après les dégâts partiels engendrés par le passage de la pluie survenue dans la ville le mercredi 17 février dernier, le ministre en charge des infrastructures est venu constater de visu le niveau de dégradation et prendre le pouls de l'état d'avancement de certains travaux en cours. Vous avez suivi avec moi que le jeudi 18 février, nous avons, à travers les réseaux sociaux, mais également à travers certains médias, nous avons constaté que des éléments audiovisuels circulaient quant à des dégradations intervenues après la pluie qui s'est abattue sur la ville de Banfora et sa région dans la nuit du 17 au 18.
Alors c'est vrai, il était donc indispensable pour moi de venir ici et je viens pour constater de visu, comme on dit, ce qui est arrivé à la suite donc de cette pluie. Une visite qui apparaît pour la population comme un espoir. Le lot passe beaucoup ici, mais avec le goudron qui est fait, on espère que l'eau, ça allait bien se passer. La dernière fois, il a plu, il y a eu des ponts qui sont cassés. Mais comme le ministre est venu, on espère que tout va s'arranger. En fait, sincèrement, cette première pluie-là, on a senti quand même que il y a eu quand même des effets qui ne sont pas du tout intéressants. Interpeller le ministère des Infrastructures, qu'il puisse vraiment interpeller les entreprises chargées des travaux. Au cours de cette visite, le ministre Éric Bougouma s'est rendu sur les sites qui ont été impactés. Il a échangé avec les riverains et a interpellé certaines entreprises quant au respect du cadre de vie de ces derniers dans la réalisation des travaux. Également, il a visité plusieurs chantiers en finition, notamment l'Arc du Défilé, les sites des secteurs 3, 15 et 7, la Cité des Forces Vives, les logements sociaux de Kribina. Pendant sa tournée, Éric Bougouma a écouté, parlé, gesticulé. En somme, donnant des instructions à ses collaborateurs, interpeller et féliciter les entreprises ayant fait de très beaux travaux et celles qui sont à la traîne. Le ministre a fait le point de cette visite en estimant que les imperfections constatées ne peuvent remettre en cause la qualité globale des travaux, tout en invitant par ailleurs les entreprises à se doter d'équipements conséquents afin de rendre le travail moins pénible. C'est vrai, il y a des imperfections que nous avons constatées, des imperfections particulièrement dans le domaine des caniveaux et dans les domaines donc des abords, des dallots de passage. Ce sont des imperfections d'ailleurs qui pouvaient être constatées en l'absence de toute pluie et qui relèvent des travaux de finition. Au total, ce sont des imperfections qui ne remettent pas en cause la qualité globale des travaux qui est bonne. Le ministre des Infrastructures a tenu à rassurer la population de la région des Cascades que l'ensemble des travaux seront de très bonne qualité pour leur bien-être. D'une visite, on passe à une autre. Éric Bougouma était sur le chantier du projet d'extension du port sec de Bobo-Dioulasso. Initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et lancé en octobre 2019, le projet en question devra doter le port sec d'infrastructures afin de mieux maîtriser l'évolution du trafic routier et rendre du même coup la capitale économique burkinabé plus attractive. Le point de la visite avec Kader Kondé et Soto Justin Dabiri. Le ministre des Infrastructures sur le chantier du projet d'extension du port sec de Bobo. Après avoir pris connaissance des différents plans d'exécution des travaux du projet, le ministre Bougouma, en compagnie de la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso, visite le chantier d'extension du port sec. Une occasion pour lui d'apprécier l'état d'avancement des travaux. Ce projet montre, si on avait besoin bien sûr de prouver cela, que le secteur privé burkinabé a pris la pleine mesure de ses responsabilités, est engagé à faire de cette vision une réalité. Et le gouvernement a le devoir d'accompagner cette dynamique. C'est pour cette raison que c'est avec beaucoup de fierté que nous avons visité ce matin le chantier de l'extension du port sec. Et nous avons par la même occasion constaté, comme le président Diawara l'a dit tout à l'heure, l'état de dégradation de la voie d'accès à ce port sec. Cette voie d'accès constitue pour nous une urgence et une priorité et nous allons accompagner la Chambre de commerce dans sa réhabilitation. Le projet d'extension du port sec vise, selon le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, à doter la ville de Bobo-Dioulasso d'infrastructures routières afin de faire face à l'évolution du trafic routier et permettre à Bobo-Dioulasso de jouer pleinement son rôle de carrefour de redistribution du trafic au Burkina Faso et dans la sous-région. Vous voyez les mouvements de camions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre le Togo et le Burkina, le Bénin et le Burkina.
c'est un volume extrêmement important qui est lié au dynamisme de notre économie. Pour répondre à cette vitalité de notre économie, il fallait donc faire cette extension assez rapidement. Et c'est pourquoi donc nous avons essayé de faire ce projet en nous disant que ça permettra de résorber l'évolution du trafic qui, à notre sens, doit être porté très rapidement à 2 500 000, 3 millions de tonnes. Et les recettes de l'État suivent, parce que quand nous avons commencé le projet du port sec, les recettes de l'État étaient à 35 milliards environ. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 125 milliards de prévisions pour 2021. Et l'année passée, nous avons terminé l'année 2020 à 116 milliards. C'est autant de choses qui justifient donc ce projet. Le projet d'extension du port sec de Bobo-Dioulasso est un projet qui s'étend sur 40 hectares. Après la fin de la première phase qui a porté sur 19 hectares, le projet d'extension du port sec est à sa seconde phase qui va couvrir 21 hectares. Hors de chez nous, au Mali, le Premier ministre Mokhtar Ouane a dévoilé le week-end dernier sa feuille de route face au Conseil national de la transition. Et déjà, des voix s'élèvent contre le gouvernement de la transition. Le ton est donné par le mouvement M5, le récit de Abdou Razak Traoré. C'est son tout premier meeting de protestation depuis le coup d'État qui a renversé le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le mouvement du 5 juin revient à la charge parce qu'il est déçu de la gestion de la transition en cours au Mali. Après avoir combattu le pouvoir d'Ibeka, ce collectif de partis politiques et d'organisations de la société civile espérait mieux. Nous allons donc nous battre pour la rectification de la transition. Et nous sommes heureux de constater aujourd'hui le ralliement de l'essentiel des forces vives de la nation, y compris certaines forces qui n'étaient pas forcément d'accord avec le M5, autour du fait qu'il faut nécessairement rectifier la transition. Et c'est pourquoi j'ai dit à la fin de ce grand rassemblement que les deux grands objectifs aujourd'hui, autour desquels l'ensemble des forces vives de la nation doivent se mobiliser, c'est de sauver le Mali. Les assises de la refondation, il faut créer les conditions pour que les nouvelles autorités issues des élections soient effectivement l'émanation de la volonté populaire et non pas le résultat d'un jeu de dupes, d'une manipulation par les colonels qui ont confisqué le pouvoir du peuple aujourd'hui. Choguel Maïga et ses camarades mettent ainsi en garde les autorités actuelles contre toute velléité de transmission de pouvoir. Parce que si, par malheur, nous ne créons pas les conditions d'élection transparentes et que par des manipulations, on installe à la tête de l'État quelqu'un qui n'est pas choisi par les Maliens, nous allons recommencer encore, le pays tombera dans d'autres crises. Et c'est ce que nous ne voulons plus. C'est pour cela que je dis que ces deux défis, ni le M5 seul, ni la société civile seule, ni les religieux seuls, ni les syndicats seuls, ni les partis politiques seuls, ni les autres forces vives seules ne peuvent pas y faire face. Nous avons besoin d'un vaste rassemblement patriotique. Un rassemblement au Palais de la Culture de Bamako qui sonne donc comme un avertissement. Une dénonciation également d'une complicité entre les militaires de la transition et l'ancien régime déchu. Un meeting qui s'est tenu sans un de ses membres influents qui n'est autre que l'imam Mahmoud Diko. Il s'est mis en retrait de cette plateforme, mettant ainsi au goût du jour la question de la légitimité et la force de frappe du mouvement du 5 juin. Un mouvement qui a joué plus qu'un rôle prépondérant dans la chute de l'ancien pouvoir malien. Même son de cloche au Niger, l'opposition est descendue dans les rues hier pour contester les résultats du second tour de la présidentielle qui a vu la victoire de Mohamed Bazoum. Le candidat du pouvoir remporte ces élections avec plus de 55% des voix. L'opposition nigérienne, elle, crie à la faute. L'élection de Mohamed Bazoum au deuxième tour de la présidentielle du Niger a causé la colère de l'opposition. Des partisans de Mahaman Ousmane ont été dispersés par la police près du siège du PNDS, le parti au pouvoir. Armés de bâtons, des manifestants ont mis le feu à des pneus et une épaisse fumée noire était longtemps visible.
Entre les deux tours, l'opposition avait déjà déclaré qu'elle ne reconnaîtrait pas les élections si elle les estimait frauduleuses. Selon la CENI, Mahaman Ousmane a récolté 44,5% des suffrages pour un taux de participation de 62,91%. La Cour constitutionnelle devra se prononcer sur la validité de ces résultats provisoires. Retour chez nous au Burkina Faso pour parler maintenant de la clôture d'une formation à l'intention des jeunes de la ville de Bobo-Dioulasso. Pendant 10 jours, ils ont été initiés au métier du cinéma. Deuxième du genre, l'association Kinosia, qui œuvre dans la promotion du cinéma, est l'organisatrice de la formation. Les détails avec Soto Justin Dabiri. 10 jours durant, 58 jeunes venus des 3 provinces de la région des Hauts-Bassins ont bénéficié d'une formation d'initiation au métier de cinéma. Les participants ont été outillés en outre aux techniques de prise de vue, de montage, d'écriture de scénarios et aux jeux d'acteurs. Bon, 10 jours de formation d'initiation, parce que ce n'est pas une formation type, c'est une formation d'initiation. Voilà, c'est un prélude, c'est l'entrée à la matière. Déjà, ce dévouement qu'ils ont su vraiment montrer. Et avec détermination, ça veut dire que ça nous a permis quand même de réaliser ce que vous avez vu. Ces capsules de film-là, qui, bon, c'est vrai, le spectateur déjà trouve que c'est quelque chose. Et pour nous, nous trouvons que nous avons une graine que nous avons plantée et qu'il reste maintenant à ce que ça pousse. Franchement, c'est une formation que j'ai beaucoup appréciée parce qu'on a eu à faire beaucoup de choses, que ce soit sur le plan montage, cadrage, tout. On a fait tout ça et je ne m'y attendais pas du tout. Comment il a oublié au début là? L'organisation de la 2e édition de Kino Cabaret International a été possible grâce au Fonds de développement culturel et touristique. Un projet qui a tenu toutes ses promesses selon le président de l'association Kinosia, qui tire un bilan positif de cette 2e édition. Le bilan est très positif parce qu'on a eu plus de 400 et quelques inscrits et nous on voulait 40 et on a pris 58. C'est eux-mêmes qui ont manipulé les appareils. Ils étaient à la caméra, ils ont monté, des gens qui n'ont jamais monté, ils n'ont jamais filmé, ils n'ont jamais joué. Et on était derrière, on essayait de corriger un peu. Et vraiment, le résultat, je suis satisfait. Je suis vraiment très émue de voir ce qui a été produit en 10 jours par ces jeunes, au départ qui ne connaissaient rien en cinéma. Et vraiment, à travers les 5 films que j'ai vus, je pense que l'avenir du cinéma est assuré. Pour accompagner ces jeunes, les organisateurs prévoient la création d'un laboratoire cinématographique en vue de booster leur niveau. Promotion Île-de-Verre Béda, c'est le nom de baptême de la 2e promotion de Kino Cabaret International. C'est une manière pour les organisateurs de rendre hommage à un grand nom du cinéma burkinabé, Île-de-Verre Béda, cinéaste, scénariste et metteur en scène burkinabé. On reste à Bobo-Dioulasso pour clore ce journal avec une autre association qui fait de la solidarité son cheval de bataille. Depuis 2014, l'association Yiridé Nafa œuvre pour l'épanouissement de la femme, de la veuve, de l'enfant et de l'orphelin. En 7 ans d'existence, plus de 10 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'atteinte des objectifs. Des fonds propres à l'association, elle souhaite donc bénéficier de financement de la part des autorités. Elle l'a fait savoir lors d'une journée de convivialité entre les membres de l'association Soto Justin Dabiri. Créée en 2014, l'association Yiridé Nafa s'est fixée comme objectif de contribuer à l'épanouissement de la femme, de l'enfant, de la veuve et de l'orphelin à travers la promotion de la solidarité, le renforcement des capacités des membres en vue de la réalisation d'activités socio-économiques. En 7 ans, ce sont au moins 15 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par l'association et redistribués aux membres pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous se sont engagés dans la transformation des fruits et légumes disponibles en abondance dans notre région. Cette activité de transformation des fruits et légumes permet aux nombreux producteurs de vivre dignement de leurs efforts et de créer du même coup de l'emploi pour les femmes et les jeunes. L'art ne doit pas cependant cacher la forêt.
Notre association, comme tant d'autres connaît d'énormes difficultés. Notre association n'a pas encore bénéficié d'aucun financement que ce soit. Nous peinons à travers des prêts bancaires pouvant nous permettre d'agrandir et de moderniser notre activité. Le troisième est le manque d'infrastructures adéquates pour la conservation de nos produits afin de réduire la forte déperdition pendant l'école. La prise en compte de ces doléances va permettre aux femmes de l'association Iridé, selon sa présidente, de quitter l'artisanat pour s'investir dans la production de produits pouvant conquérir le marché international. Des doléances bien notées par le représentant de la patronne de cette journée de convivialité qui promet y apporter des réponses adéquates. Je suis venu représenter Madame la ministre de l'économie numérique qui nous est chargée d'écouter les dames très attentivement et la transmettre pour qu'enfin elles puissent voir comment mettre la main et solliciter l'ensemble des forces vives de la région aussi de venir au secours de ces dames-là. Ils ont en tout cas relevé cette doléance qui est la chambre froide afin de permettre la conservation de ces légumes et des fruits. Je comprends que c'est très sensible, c'est un dossier important. Nous allons l'inscrire, que ce soit à la Chambre de commerce, avec Madame la ministre. Nous allons l'analyser dans nos prochaines assises. En tout cas, elles auront un retour de la part de la Chambre de commerce. D'une dizaine de membres à sa création, Iridé Nafa compte à ce jour une centaine de femmes qui mènent plusieurs activités allant de la mobilisation endogène pour le financement d'activités génératrices de revenus au renforcement des capacités des membres à travers diverses formations, notamment l'alphabétisation, la formation en technique de transformation de produits locaux tels que le tissu, la teinture et divers métiers pouvant contribuer à l'épanouissement de la femme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir reçu chez vous et à demain pour un autre point de l'actualité.